Deuxième partie du débat sur Direct Gestion. Comment expliquer cette chute des marchés et surtout, est-ce que ça va durer si on en croit certains analystes, en tout cas du côté de la Société Générale, le fameux Albert Edwards, qui est un monde en soi, il voit un S&P à 666 points, on est à 1500, bref, une chute gigantesque. Qu'en pensez-vous, Christophe Mounier? On a toujours des Cassandres dès que le marché commence à flancher comme ça. Ce que nous constatons, nous, chez Cedrus, c'est que l'économie américaine est beaucoup moins forte qu'on veut bien le penser. Déjà, les prévisions pour le quatrième trimestre sont en train de fortement baisser. RBS voyait 0,5 ces derniers jours. La réserve d'Atlanta voit une croissance inférieure à 1%. Et cela nous paraît tout à fait normal. Pourquoi? Car l'industrie souffre, comme on l'indiquait précédemment. Et paradoxalement, alors que le marché attendait un rebond de la consommation généré par la baisse des prix du pétrole, ça ne se produit pas. Les retail sales, si on regarde en rythme annuel, sont catastrophiques et sont au plus bas depuis 4 ou 5 ans. La raison est très simple, c'est que les classes d'âge qui arrivent sur le marché du travail sont tellement endettées qu'elles n'ont pas les moyens de consommer. Il faut quand même rappeler que les crédits étudiants aujourd'hui sont de l'ordre de 1,3 trillion de dollars, donc l'équivalent des subprimes. Et aujourd'hui, on sait que le quart de ces crédits étudiants sont en late payment, c'est-à-dire les jeunes travailleurs. Le quart des jeunes travailleurs n'arrivent pas à rembourser correctement leurs emprunts. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir un crack comme les subprimes ou Alors, ça... beaucoup de gens y ont pensé, la réponse est non, pour la simple raison que la plupart de ces crédits sont garantis par l'État. Donc en fait, la planche à billets fonctionnera automatiquement en cas de développement de cette crise. Voilà ce que l'on peut dire sur l'économie américaine. Donc elle devrait être beaucoup plus faible que ce que prévoient les économistes. Ceci étant, pour imaginer un S&P à 666, le chiffre du diable y avait été touché en 2009, si ma mémoire est bonne, cela suppose que la Réserve fédérale continuera son cycle de hausse des taux, ce qui est vraiment très discutable. Si on regarde par exemple la courbe des taux, qui est un très bon indicateur d'activité, bien sûr aujourd'hui avoir une courbe inversée paraît difficile puisque les taux sont quasiment à zéro. Par contre, si on regarde l'évolution du spread 2 ans 10 ans, qui est à mon avis l'indicateur le plus fiable en termes de courbe des taux, on est sur les plus bas depuis 4 ou 5 ans. Donc clairement, la courbe des taux nous indique que l'économie américaine ne va pas très bien. Donc dans ce contexte, premièrement, la Réserve fédérale, à mon avis, ne montera pas ses taux comme elle le dit encore aujourd'hui. Alors, on rappelle, c'est 4 hausses prévues en 2016. Est-ce que dans ces cas-là, effectivement, Janet Yellen pourrait être plus dovish, plus accommodante et dire attention, face à cette chute des marchés, je ne vais pas tirer sur l'ambulance? C'est exactement ce que j'allais dire. Pour imaginer le S&P à 666, ça supposerait que la Réserve fédérale reste inerte. Et je pense que la Réserve fédérale lancera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si les marchés continuent de baisser, un nouveau QI. Alors Pierre Bismuth, justement, est-ce que les banquiers centraux ont été étonnamment calmes depuis le début de l'année, que ce soit Janet Yellen, que ce soit Mario Draghi? Pour autant, on sait qu'ils ont des réserves, ils ne vont pas rester complètement inactifs toute l'année, ils devraient être encore à la manœuvre en 2016. Oui, mais alors, très curieusement, moi, je pense que fin d'année 2015, on a assisté à des erreurs de communication des banques centrales et à la limite, il vaut mieux qu'elles ne parlent pas pour le moment. Parce que si on se souvient bien, le 22 octobre, l'avant-dernière conférence de presse de la BCE, donc on annonce des choses et on annonce qu'on va annoncer d'autres choses en décembre. On annonce qu'on va faire beaucoup. Oui, la BCE a été très active entre les deux conférences de presse en disant que là, on allait sortir le bazooka. Et le 3 décembre, patatras, on est totalement déçus et les marchés deviennent complètement neurasthéniques. Donc là, à mon avis, on a un petit hiatus politique au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Et je ne pense pas. Enfin, j'espère me tromper, mais je ne pense pas du tout qu'il soit résolu en janvier, puisque les chiffres de croissance et d'inflation sont plutôt bien orientés du point de vue de la Banque Centrale Européenne, mais pas véritablement du point de vue de ce qu'on peut ressentir nous tous tous les jours. Sur la Banque Centrale Américaine, elle s'est complètement piégée avec sa remontée de taux d'ici la fin de l'année. Donc, paradoxalement, alors que l'économie... Ça, c'est comme le chômage qui baisse avant Oui, mais une certaine date. Sauf que, en fait, la Banque centrale américaine aurait dû remonter ses taux en juin 2015, même si ce n'était pas du tout notre scénario, mais ou bien avant, compte tenu des chiffres économiques, mais certainement pas en décembre 2015, alors que tous les indicateurs, notamment les ISM manufacturiers, sont en dessous de 50, niveau qui correspond à plutôt
Alors tout le monde est d'accord pour dire que c'est intervenu trop tard. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire là, bon, elle est data dependent, on va voir ces chiffres. Les chiffres sont quand même très bons, en tout cas sur les créations d'emplois. On a eu encore le NFP la semaine dernière. Je dirais que c'est le seul chiffre de l'économie américaine qui est correct aujourd'hui. C'est le paradoxe. Et en fait, il faut le relativiser, car on constate quand même qu'il n'y a pas de hausse de salaire. Et le chiffre est discutable, car je parlais des crédits étudiants tout à l'heure, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes travailleurs ont plusieurs jobs, plusieurs petits jobs. Il est fort possible que certaines créations soient doublement comptabilisées. Bon, ça c'est possible, on verra en tout cas l'américain pour l'instant. L'emploi américain part bien, on va avoir la croissance. Sur la croissance, vous disiez, on va peut-être avoir des déceptions. Parlons de la psychologie. Non, mais parlons de la psychologie parce que c'est vraiment intéressant. Souvenons-nous quand même, le début octobre, le 1er ou le 2 octobre, les chiffres de l'emploi américain étaient catastrophiques et ça a été donc 142 000 créations d'emplois au lieu de 200 000 attendus. Et là, les marchés qui normalement ils ont commencé à plomber et finalement on a eu une remontée hallucinante sur la séance et ça a duré pratiquement tout le mois d'octobre. Pourquoi? Parce que les marchés américains se sont dit les chiffres ne sont pas bons, la Réserve fédérale va être là quoi qu'il en coûte. Là, elle nous a annoncé un cycle de hausse des taux. La psychologie est complètement différente. Les chiffres sont très bons, donc ça, alors que les ISM manufacturiers sont en dessous de 50, et elle annonce un cycle de hausse des taux. Les marchés, good news égale bad news. C'est très difficile de se dire la Réserve fédérale va soutenir l'économie alors qu'elle est data dependent, comme vous l'avez dit. Donc on attend maintenant des mauvais chiffres pour que le marché financier reparte. Un peu contradictoire. En tout cas, on attend une inflexion du discours de la Réserve fédérale qui est possible. Souvenez-vous, c'était en octobre 2014, quand le marché aussi commençait à fortement baisser. Je crois qu'à l'époque, c'était Boulard qui avait fait allusion à un QE4. Et suite à cette annonce, les marchés avaient fortement rallié. Alors j'aimerais aussi revenir sur l'Europe. Donc comme vous le disiez, il y a des querelles au sein de l'ECB qui proviennent évidemment d'un pays qui va bien aujourd'hui, l'Allemagne. Mais si nous regardons les chiffres, l'Allemagne commence un petit peu à souffrir. Les derniers chiffres de production industrielle étaient catastrophiques. Et il est fort possible que M. Weinmann et ses alliés se disent attention, si le ralentissement chinois se développe, nous allons être touchés. Et auquel cas, Mario Draghi aurait plus de liberté pour agir. Dans ces conditions, messieurs, comment investir en 2016 ou comment sauver les meubles? Alors il faut couvrir ou il faut rester cash, c'est selon, ou il y a quand même des zones intéressantes. Si on se projette, allez, on n'est pas que dans le premier mois de janvier. Cette année, globalement, sauf crack des marchés, qu'est-ce qu'on peut anticiper? On est toujours favorable aux actions européennes, ça c'est sûr, mais je pense qu'on a un biais parce qu'on est plus proche, c'est plus proche de nous. Si on regarde ce qui se passe sur le marché américain, en 2013-2014, on avait tous les gérants avaient à la bouche l'expression l'expansion des multiples, qui consistait à faire monter les cours parce que finalement le taux d'actualisation était piloté par la Banque centrale qui avait le taux d'actualisation était très bas. Là, on est dans un cycle de remontée des taux avec des entreprises qui ne voient pas leurs bénéfices progresser. Donc c'est sûr qu'on arrive à un plateau. Donc, nous, on pense que les marchés européens sont à privilégier, mais également parce que c'est beaucoup plus simple de couvrir cette zone. On a beaucoup plus d'alpha sur le marché européen en se pilotant sur des gérants ou même des titres que sur le marché américain qui voit des indices trop efficients. Donc c'est beaucoup plus difficile de couvrir un portefeuille américain qu'un portefeuille européen. On est toujours presque absent des obligations. Là, on n'aime vraiment pas. On pense que l'asymétrie du risque est beaucoup trop important. Et on aime beaucoup les fonds à performance absolue, notamment les long short actions, qui permettent finalement de gagner sur des sociétés à forte visibilité et en plus de gagner sur des sociétés qui sont en perdition puisqu'on les vend. Voilà, le call, en tout cas action zone euro reste de mise chez Myriam. Qu'en est-il chez Cedrus? Quelle est la zone qu'on Effectivement, sur la zone euro, c'est la zone qui logiquement devrait tirer le plus son épingle du jeu cette année, pour des raisons fondamentales que nous avons évoquées. Alors nous, chez Cedrus, nous avons aussi une approche sectorielle et en particulier, nous nous intéressons à tous les secteurs liés à la transition énergétique et nous constatons aujourd'hui que suite à la baisse des prix du pétrole et les problèmes de la Chine, certains de ces sous-secteurs ont connu des baisses vertigineuses. En particulier dans le secteur du solaire, on constate qu'il y a des sociétés qui ont des profits, qui ont des perspectives de chiffre d'affaires en forte croissance et qui affichent des PI de l'ordre de 4, 5 ou 6. Tout ça par effet de contagion.
Donc nous considérons qu'il y a des opportunités d'achat aujourd'hui dans certains secteurs très très fortes. Dans le secteur solaire, transition énergétique, Oui. effectivement, hein, toutes les Absolument. énergies alternatives, c'est sûr, qui pâtissent Voilà. également de la baisse de l'énergie. Absolument. Elles sont Absolument, mises ouais. en comparaison. Si on tombe, on repique sur le début du débat avec Bien sûr. un pétrole à 20, 25, 30 dollars, c'est pas forcément compétitif. Ça remet en cause, en tout cas, certains programmes. Du côté des secteurs, Pierre Bismuth, il y a des secteurs à éviter, justement, le secteur de Alors, l'énergie. Nous, on est toujours on n'est pas très investi sur le secteur de l'énergie. Les banques, on préfère curieusement les obligations subordonnées bancaires aux actions bancaires. Et on aime toujours les petites et moyennes entreprises qui sont moins dépendantes de la macro mondiale et beaucoup plus focalisées sur la macro, on va dire, domestique. Les banques et tout ce qui est monde bancaire, ça veut dire que vous ne craignez pas quand même qu'il y ait une poursuite de la crise, voire... Sur les banques, alors en Europe, là, j'ai du mal à voir comment elles pourraient venir, très honnêtement, parce que on a une désintermédiation énorme. On peut avoir une crise de crédit, mais ça ne sera pas au niveau bancaire. Enfin, je ne pense pas que ça puisse pénaliser les banques. Par contre, ça peut pénaliser les porteurs d'obligations, absolument. Du côté de Cedrus, donc on a dit peut-être des opportunités du côté du secteur de la transition énergétique, le solar en particulier. Nous travaillons aussi les matières premières et nous constatons aujourd'hui que les matières premières agricoles, un peu comme les autres matières premières, sont revenues à des niveaux de 2008-2009. Sur le long terme, compte tenu de la démographie et de la diminution des terres arables, nous pensons que nous sommes proches de points d'entrée majeurs sur le secteur agricole. Là, c'est audacieux aussi comme pari, parce que matières premières en ce moment, où il y a une pression constante à la baisse, est-ce que vous pensez qu'il y aura justement qu'on atteint des planchers actuellement? Disons que nous sommes proches de plancher. Justement, d'autres pays qui pourraient être impactés, si on parle de la zone par ces remontées de la Fed, ce sont les pays émergents, bien sûr, qui souffrent. Alors qui souffrent doublement. La double peine, ça c'est évidemment un de leurs premiers clients, la Chine, qui ralentit. La Chine aussi qui baisse sa devise, donc ça met la pression sur leur devise à eux. Et évidemment, les matières premières dont ils sont très dépendants. Voilà, donc, effectivement, les pays émergents qui ont des current accounts négatifs, qui sont producteurs de matières premières et qui font du business avec la Chine, ne peuvent que s'effondrer. Maintenant, vous avez des pays émergents qui ne sont pas producteurs de matières premières, je pense à l'Inde en particulier. Vous avez des pays émergents qui sont moins dépendants de la Chine que d'autres, et vous avez des pays émergents qui ont des current accounts qui ne sont pas catastrophiques. Donc là, il faut être très très sélectif. Mais même l'Inde, qui a priori est un petit peu notre chouchou, pourrait souffrir du ralentissement chinois. Donc il faut être très 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 prudent. Donc là-dessus, nous n'avons pas aujourd'hui de position sur les pays émergents. Il est clair que si les marchés devaient continuer leur forte baisse, nous nous intéresserions à un marché en particulier qui est l'Inde. L'Inde en particulier, pourquoi pas. Du côté de Myriam, on regarde les émergents ou c'est trop tôt? On regarde, mais on n'investit pas du tout. Notamment, là, hier, j'étais en train de regarder la dynamique de l'indice des obligations des pays émergentes en dollars. Donc, les indices obligations locales valorisées en dollars, depuis 5 ans, c'est une baisse d'environ un tiers. Et ça nous semble toujours trop tôt. La dynamique d'une hausse des taux de la Fed par rapport aux émergents, ça ne peut pas être bon. Ça peut vraiment pas être bon. On va donc attendre effectivement les prochaines indications, même si, selon Pierre Bismuth, la Fed fait bien pour l'instant d'être calme après peut-être des couacs de communication fin 2015. En tout cas, les banquiers centraux, n'en doutons pas, seront quand même à la manœuvre en 2016 et devraient intervenir. On observera aussi les chiffres pour voir effectivement si le fameux adage good news égale bad news se poursuit ou pas. En tout cas, des séances compliquées et très volatiles. On vous souhaite bon courage à vous qui gérez ou à vous qui éclairez vos gestions. Pierre Bismuth, merci à vous de nous avoir accompagnés, le directeur des gestions chez Myria AM, et Christophe Mounier, le stratégiste des marchés chez Cedrus AM. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un spécial crowdfunding. Un débat donc 9h30 à 10h. Pour l'heure, vous retrouvez Lucie Morlot pour Direct Investisseur. Bonne journée à tous.